Tandem TV, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre dernier opus de notre spécial cinéma 2021 avec Rudy bien sûr qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Rudy. Bonsoir Aurore, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Alors Rudy, on a évoqué donc lors d'une première partie les films qui ont fait le succès de l'année 2021. Les acteurs et les actrices de l'année 2021 dans un second volet. De quoi vas-tu nous parler dans ce troisième tome de notre émission spéciale cinéma? Eh bien ce soir les amis, je vais vous parler des films dont on attendait beaucoup et qui malheureusement n'ont pas eu le succès escompté au box-office ou alors par rapport aux spectateurs, tout simplement qui l'auraient mal accueilli, que ce soit presse, spectateurs, etc. Et vous allez voir que les films que je vais citer sont assez connus. Donc voilà, il y aura des choses à dire et j'essaierai de donner quelques explications selon ce que je pense. Hein. C'est pas forcément, j'ai pas la science infuse, mais je vous partagerai un petit peu ce que je pense de tout ça. Ton Donc, avis. voilà, exactement, par rapport à ça. Entendu. Alors on y va. Dans les films les films attendus qui ont eu un accès mitigé en 2021, quel est le premier dont tu voulais nous parler? Alors, il y en a un qui était très très attendu parce que c'est devenu une saga à succès, hein, qui est très très éloignée du premier film. C'est la saga Fast and Furious, qui a été initiée par Rob Cohen fin 90, qui était un film sur des courses Ok. de voitures, des rodéos, etc. Bon, là, on a vu hein, depuis le temps que c'est parti en vrille totale. C'est devenu Complet. des James Bond, voilà, ils font des trucs complètement de dingue. Limite, dans les derniers Fast and Furious, c'est carrément devenu des super-héros, hein, un petit peu comme Marvel. Ça devient du grand, grand n'importe quoi. On en est déjà d'ailleurs au 9e tome de cette C'est ça. Et saga. le dixième qui va arriver, je pense, l'année prochaine. Et ce neuvième Fast and Furious, en fait, il a, pour vous donner une image, c'est comme si tu te faisais un très bon gâteau, Aurore. Mais un gâteau, tu sais, qui est super, genre en mode pâtisserie française, bien dosé, tu sais, la gastronomie comme on aime. Et qu'à un moment donné, juste avant que tu prennes ton gâteau, j'ai avec une énorme bombe chantilly et je t'en fous 3 tonnes tout autour. Et là, tu vois ça, tu as juste envie de vomir, Ça t'es pas cache bien. tout. Bah, Fast and Furious, le 9, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va tellement loin dans la surenchère que ça bascule dans la bouffonnerie totale. On n'y croit plus du tout. Déjà qu'on n'y croyait pas des masses. Mais là, ils ont tellement exagéré le truc, tellement limite, on a l'impression qu'on nous prend pour des cons. Parce que ça arrive au cinéma. Est-ce Tu vois, des fois, tu dis, c'est. Est-ce que tu penses que le public qui était au départ, qui a fait le succès des premiers, n'est plus du tout celui qui est au rendez-vous pour les derniers? Enfin, pour Euh, au moins les 4 derniers. J'aurais tendance à dire oui et non, parce que oui, dans le sens où ceux qui ont adoré Fast and Furious premier du nom ont vu les suites, notamment le retour de Vin Diesel dans le Fast and Furious numéro 4, puisque le 2 c'était plus avec lui, et le 3 c'était à Tokyo, il me semble. Et donc, tu as ceux qui sont les fans de la première heure, dont je fais partie, qui vont voir tous les Fast qui vont sortir, ça c'est évident. Et puis, Qui s'acharnent, qui, pardon. qui s'acharnent. Oui, qui s'acharnent parce qu'ils se disent dès qu'il y a un film qui sort, il faut qu'on le voit. C'est comme une collection. Tu vois, c'est comme une BD, tu les lis et puis dès qu'il y en a un nouveau, hop, tu fonces, tu l'achètes. Et le film, il sort sur ça. C'est pour ça que c'est devenu une saga, justement. Et en plus, on reprend souvent les mêmes acteurs. Il y en a certains qui vont mourir en cours de route. Il y en a d'autres qui vont ressusciter. D'ailleurs, c'est aussi le cas dans Fast 9. Et c'est en fait, c'est tellement du foutage de gueule qu'à un moment donné, le public se dit, mais d'où on est parti, où est-ce qu'on arrive? Il sait pas c'est quoi au milieu. Et c'est vrai que les derniers Fast and Furious, ils avaient ce côté spectaculaire. Le côté, on pose notre cerveau à l'entrée du cinéma, on le récupère à la sortie, et pendant 2 heures, on en prend plein les mirettes, et on est content, on a vu un spectacle. Là, c'est encore le cas. Et c'est pour ça que ce film a cartonné au box-office, malgré tout. Parce que pour vous donner juste un petit chiffre, il a coûté 200 millions de dollars, ce qui est énorme, mais il en a rapporté 726. Donc c'est un immense succès en réalité, d'un point de vue Ah oui. box-office. Mais le problème, c'est que cette fois, il s'est fait massacrer par la critique presse et il s'est fait massacrer aussi par les spectateurs qui ont dit ah ça y est stop, overdose ça va trop loin. C'est même plus que c'est plus crédible, c'est là clairement on nous prend vraiment pour des cons. Et nous on n'aime pas être pris pour des cons quand on voit un film. Et là ça va tellement loin que pour moi ce film-là est en train de signer la branche qui a fait son succès et j'ai peur par rapport au numéro 10. Très très peur. Et tu penses que quoi? Que le numéro 10, ils vont être à l'écoute de ce qui se passe ou ça y est, c'est trop tard? Écoute, j'espère qu'ils auront l'intelligence de recentrer, que ce soit un peu plus réaliste, un peu plus. Tu sais, en fait, ce qu'il y avait de bien dans les précédents Fast and Furious aussi, c'est qu'il y avait des enjeux qui étaient assez sympas, avec des personnages qui vont être traqués. Tu vois, par exemple, dans Fast and Furious numéro 8, Vin Diesel va se retrouver
à combattre tous ses camarades parce qu'il va être victime d'un chantage affreux. Et donc, Vin Diesel, qui était le gentil par excellence, qui est le chef de meute, le chef de la famille, comme lui l'appelle, je fais souvent charrier avec ça d'ailleurs sur Internet, bah, il va se retrouver à devoir affronter ses amis. Donc là, si tu veux, au niveau de l'enjeu, c'est plutôt pas mal. Tu vois, tu te dis, waouh, t'es attaché, tu te dis comment ça va se finir tout ça, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Là, dans le 9, le scénar, il est pas ouf déjà de base, puis derrière, il n'y a pas vraiment d'enjeu, et la surenchère, elle est tellement, ça va tellement loin, si tu veux, c'est écœurant. Moi, ça m'a écœuré. Franchement, et pourtant, j'aime bien, je suis fan de la saga, mais là, ça m'a écœuré. Voilà. Donc, pour moi, c'est un film qui n'a pas, dont on attendait beaucoup, qui m'a déçu, et pas qu'à moi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui aiment la saga qui ont été également déçus. Il suffit de lire les avis sur les forums d'Allociné et autres pour s'en rendre compte. Alors, Next. Donc, le film dont on va parler maintenant, c'est donc West Side Story, le film de Steven Spielberg. Steven Spielberg, le grand Steven Spielberg qui vient de sortir, effectivement. Et qui malheureusement a fait un four. Alors on va essayer de l'expliquer. Déjà, le film a coûté 100 millions de dollars, hein, ce qui n'est pas rien, c'est un gros budget. Spielberg s'est entouré d'une équipe vraiment la fine fleur. Et quand on voit le film, c'est un film qui est exceptionnel. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. J'en suis ressorti avec des étoiles plein les yeux. C'est un film qui est magnifique, qui est beau, qui a un casting super. Techniquement, ce qu'il arrive à faire avec la caméra, Spielberg, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si que la caméra, c'était le prolongement de son bras. Il arrive à filmer des transitions, à faire des effets de caméra sans que ça saute, sans que l'image est toujours stable, elle est toujours belle. En plus, il y a des jeux de lumière dans le film qui sont magnifiques, qui vraiment embellissent le tout. Ce film, c'est une pépite d'un point de vue technique. Techniquement parlant, c'est du très très haut cinéma. C'est sublime. Donc tous ceux qui font des études de cinéma, il faut absolument qu'ils voient ce film. Il est fabuleux. Après, donc le film a coûté 100 millions, il n'en a pas rapporté beaucoup, il n'a rapporté que 58 millions. Donc depuis le moment où je l'ai vu et aujourd'hui l'émission, ça a peut-être un petit peu grimpé. Mais quoi qu'il en soit, ce film-là aurait dû rapporter 200, 300, 400, 500 millions au moins. Surtout que c'est réalisé par Spielberg. Donc là, non seulement le film n'a pas rapporté, n'a pas eu le succès qu'on attendait, pire, il n'est pas rentable. Alors comment expliquer ça? Alors c'est quoi le bémol? Le bémol déjà, c'est que c'est un film qui est long. Et le problème, c'est que par rapport à la situation sanitaire, quand tu vas déjà au cinéma, c'est pas évident de voir un film qui dure quasiment 3 heures. Mais là où c'est encore moins évident, c'est quand tu as un masque et qu'en plus de ça, tu n'as pas le droit de manger des pop-corn et de goinfrer et de boire, et etc., etc. Donc tu dois rester quasiment 3 heures, un peu plus parce que tu as la séance, en fait, avec un masque, et tu regardes un truc, et en fait, le confort n'est pas là. Tu penses que c'est ça qui a découragé les spectateurs Je pense parce que à aller au cinéma? Tout à fait. Et je vais te dire même pourquoi. Parce que ceux qui ont fait le pari d'aller le voir, quand tu regardes les critiques presse, alors déjà presse pour eux c'est le film de l'année. Pour eux c'est Spielberg qui va rafler tous les Oscars. Quand tu vois tous les youtubeurs qui en ont parlé et toute la presse écrite qui en a parlé, c'est le film de l'année. Et ensuite quand tu vois aussi les critiques spectateurs, eh ben les spectateurs, tous ceux qui l'ont vu, il a une note exceptionnelle ce film. Donc tu te dis, mais alors si tout le monde a aimé, pourquoi le film ne marche pas? Tout simplement parce que les gens ne sont pas allés le voir. Et puis il y a aussi le fait que ce soit un remake d'un film qui a gagné 10 Oscars. Ça n'y échappe pas. Tu te dis, tu penses que les vrais ont eu peur d'un remake? On a souvent peur d'un remake quand on a aimé l'original. Surtout que l'original a tout raflé, il était quasiment considéré comme un film parfait. Donc qu'est-ce que tu vas apporter de plus un film qui est déjà parfait en lui-même? Et donc, tu te dis, bon, ok, c'est Spielberg, c'est sûr qu'il va nous emmener dans autre chose, certes. Mais c'est un film qu'on connaît, on connaît l'histoire, puis c'est un film qui a, je crois, quelque chose comme 70 ans, donc c'est pas rien. Donc, si tu veux, c'est un pari qui est très audacieux, qui est très risqué, même pour Spielberg. Et puis les gens ont peur d'être déçus, et puis surtout, ils se demandent quelle est la légitimité de ce projet. Est-ce que ça valait le coup d'en faire un film? Et la réponse, pour moi, clairement, bah oui, parce que ce film est sublime. Parce qu'il y a certains aspects du scénario qui ont changé, qui ont été réadaptés. Les musiques ne sont pas les mêmes, il y a des chorégraphies qui ont changé. Donc Spielberg a récupéré ce qui faisait l'essence du premier, puis il l'a emmené encore plus loin. Et le résultat, encore une fois, d'un point de vue technique, est totalement bluffant. Après, effectivement, il y a des problèmes de rythme, notamment au début. Et puis bon, c'est un film qui est long, on sent la longueur malgré tout, mais ça reste un super beau film. Et je pense qu'il faut vraiment aller le voir. Bon, écoute, peut-être que la jeune génération qui n'est pas concernée par la première version aura le mérite, grâce à Spielberg, de découvrir cette fabuleuse histoire. J'espère. Alors, le troisième film
Le troisième film qui t'a déçu, c'est le James Bond, le dernier James Bond, Oui. Mourir peut attendre. Exactement. Alors, c'est un film dont on l'attendait énormément parce qu'il a été repoussé moult reprises du fait de la crise sanitaire. Alors, moi, personnellement, pour le coup, je n'ai pas été déçu par ce film. J'ai bien aimé. Hormis deux, trois choses dont je vais parler tout à l'heure, mais je pense que ce film n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner. Pour une raison toute bête, c'est que c'est un film qui est aussi sorti, il me semble, d'ailleurs la plupart des films dont on va parler, hein, qui n'ont pas très très bien marché au cinéma, sont des films qui sont sortis en parallèle sur HBO Max, qui est une chaîne américaine payante, hein, c'est des films que tu achètes, comme ça existe aussi en France avec OCS, etc. Donc ce sont des films à la carte. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu proposes des films au cinéma en format télévision que tu peux télécharger ou que tu achètes pour le voir en ligne, bah forcément, il y a du piratage derrière. Les gens, bien sûr. Et voilà. Et à partir du moment où il y a du piratage, bah, c'est tous les films que les gens auraient dû voir au cinéma, qu'ils ont vu chez eux tranquillement. Vu que la situation sanitaire est déplorable, vu qu'aujourd'hui il faut des passes pour aller au cinéma, et puis tu as des gens, ils sont anti-vax, et puis même ceux qui sont pas anti-vax, hein, n'ont pas envie d'aller au cinéma parce que ils sont obligés d'avoir un vaccin, ils n'ont pas envie de se vacciner. Donc après, moi, je rentre pas dans les considérations politiques, mais malgré tout, ça ajoute quand même l'actualité. C'est juste que voilà, aller au cinéma aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Exactement. C'est plus compliqué avec la crise sanitaire que ça ne l'était avant. C'est ça. Donc tu as des gens qui vont tomber dans la facilité de télécharger le film, de le voir chez eux, des fois gratuitement, hein, puisqu'à partir du moment où c'est piraté, ça y va à gogo. Et donc ces films-là, comme ils sont sortis en parallèle sur Internet, ça a fait du mal au niveau de la prod. Donc voilà, c'est pas évident, mais le film intrinsèquement est bon. Surtout que c'est un James Bond qui est un peu plus sensible, un peu plus fragile aussi, un peu différent, tout à fait. Mais il l'incarne très très bien. Donc, et puis c'était son dernier James Bond, on savait que c'était son dernier, à Daniel Craig, et il tire sa révérence de la plus belle des manières. Alors ça aussi, je vais pas dévoiler la fin, mais ça a fait grincer des dents parce qu'il y a eu un bouche à oreille, il y a eu du spoil. Moi, ça m'a beaucoup déçu. Oui, parce que on va pas dire pourquoi, mais pour ceux qui connaissent James Bond, c'est un personnage qui est iconique, et forcément un personnage iconique, il doit rester iconique jusqu'au bout. Et dans le film, il va se passer quelque chose qu'on ne va pas dévoiler ici. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup choqué les gens, de manière générale, surtout les fans de James Bond. Oui. Et puis derrière, malheureusement, tu as toujours des idiots qui s'amusent à spoiler, à balancer ce qui se passe. Et forcément, quand tu connais la fin, tu es moins enclin à aller au cinéma. Tu te dis, quand il sortira en DVD ou à la télé, le verra. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, je pense que malheureusement, ça a joué contre le film. Cette idée qui, pour moi, reste originale, malgré tout. Voilà. Même si ça peut décevoir, moi, j'ai trouvé ça fort. Mais voilà. C'est pas partagé par tout le monde, malheureusement. Et ça s'est ressenti au niveau du box-office, parce que le film a coûté 301 millions de dollars, c'était un budget mais gigantesque, qui est complètement fou. Et il a rapporté 774 millions, ce qui n'est pas énorme par rapport à un James Bond qui, des fois, peut dépasser le milliard. Voilà. Alors, on reste dans les sagas fabuleuses du cinéma pour le prochain film, donc qui est Matrix 4 ou Résurrection. Le dernier Matrix. Voilà, Matrix Résurrection, exactement. Donc Matrix, le 4e volet. Alors pareil, ce film moi je l'ai adoré. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés complètement à côté, qui ont dit c'est quoi cette merde, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'a fait Lana Wachowski, elle a détruit ce qui faisait l'essence de sa première trilogie qui était fabuleuse. Alors à l'époque, c'était les deux sœurs qui l'avaient réalisé. Alors à la base, c'était des hommes qui sont devenus des femmes. Mais quoi qu'il en soit, la trilogie Matrix, ça a été un événement cinématographique fin des années 90. Le 1 a eu un succès monumental. Il y a eu 2 suites qui ont plutôt bien marché, mais moins que le premier volet. Et à l'issue en fait de la trilogie, on se disait voilà, la boucle est bouclée, l'histoire est cohérente, et plus on voit le film, on aurait pu s'arrêter là. Pardon ? J'ai dit, on aurait pu s'arrêter là. Mais d'ailleurs, tout le monde pensait que ça allait s'arrêter là. Je pense que même les sœurs Wachowski pensaient que ça allait s'arrêter là. Sauf que presque 20 ans après, t'as le studio qui dit toc toc toc, écoutez, ça vous dirait qu'on passe un petit Matrix 4 parce que je pense qu'il y a moyen de se faire un peu d'argent vu que c'est quand même un gros succès monumental. Et puis il y a ce côté cinéma en ce moment très nostalgique, années 80-90 oui, tout à fait, qui revient, et on se rend compte que c'est les films comme ça qui surfent sur la fibre nostalgique cartonnent au cinéma. Donc ils ont senti le truc, quoi. Ils se sont dit allez, et si on y allait, et puis et comme le dit Lana Wachowski en interview, elle a dit si j'avais refusé de le faire, il l'aurait remaké avec quelqu'un d'autre, avec un autre réalisateur, d'autres acteurs, etc.
Et comme, si tu veux, elle avait quand même encore la main dessus, elle avait encore des choses à dire. Il y a eu le décès des parents entre-temps, donc ça l'a beaucoup affecté. Elle s'est dit, on va reprendre le flambeau. Et là où elle a été très, très intelligente, de toute façon, on le sait déjà, c'est des surdoués, c'est qu'elle a réussi à faire un film euh, qui réussit à reconnecter avec la trilogie d'origine, notamment le premier volet qui a été un immense succès. Donc on reprend un peu les mêmes ingrédients que le tout premier Matrix. Et le véritable tour de force, selon moi, c'est que au moment où le film démarre et ensuite dans sa continuité, il arrive à t'embarquer sur la suite directe de la trilogie. Et ça, c'est fort, parce que le film arrive à connecter la trilogie et une suite qui aurait pu être la suite directe. Et ça, c'est super balèze. Donc c'est un film un peu hybride, mais qui pour moi fonctionne très bien. Et ce que j'avais écrit d'ailleurs quand j'avais vu le film, je vais le redire dans le cadre de cette émission, c'est que la première trilogie, c'était une histoire d'amour entre Neo et Trinity qui était magnifique, mais qui servait quelque chose qui était plus grand, hein, puisqu'il est question de libérer le monde qui a été affranchi par les machines, etc. Neo est l'élu, The One, et Trinity est là pour l'aider dans sa quête. Et l'histoire d'amour est très touchante, mais ce qui est central au film, c'est le côté messianique d'un homme qui va tout simplement libérer le monde de toute forme d'aliénation et notamment des machines. Et ça, c'était vraiment le côté science-fiction poussé à son paroxysme, avec des effets visuels qui étaient vraiment complètement dingues à l'époque, qui avaient révolutionné le cinéma comme l'avait fait en son temps Terminator 2 de James Cameron en 93. Et pour le coup, là, dans ce film, Matrix 4, on a laissé un petit peu de côté le côté un peu action, science-fiction, même si c'est toujours là. Et là, on se ressent vraiment sur l'histoire d'amour entre Neo et Trinity. Et là, pour le coup, c'est la science-fiction qui va enrober l'histoire d'amour qu'il y a au centre. Et j'ai trouvé ce film très beau, très poétique, très touchant. Et ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Et je suis vraiment triste que ce film n'ait pas marché au box-office. J'espère que ceux qui l'ont vu, qui ont été un petit peu échaudés, le reverront une deuxième fois et en saisiront toute la subtilité qu'il y a avec l'histoire d'amour et ce que veut montrer aussi dans ce film Lana Wachowski, puisqu'il est question de perte de mémoire, il est question de la maladie d'Alzheimer. Et moi, c'est ce que j'ai vu à travers les codes qu'il y a à l'intérieur, puisque en fait dans le film, pour dévoiler légèrement, Keanu Reeves donc vit dans un monde qui pense être le monde réel, où c'est en fait un développeur de jeux vidéo. Il a créé le jeu vidéo Matrix Carton. Et là, en fait, ce qui est fort, c'est qu'au début du film, on se dit, mais alors dans ce cas-là, ça se trouve, la première trilogie, c'était un immense jeu vidéo. Et rien n'était réel dans ce qu'on a vu. Et ça, c'est fort. C'est fabuleux parce que ça remet tout en question. Et après, on va comprendre qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et le problème dans le film, c'est que Trinity ne sait plus quelle est Trinity. Elle s'appelle Tiffany. Et donc, elle ne sait plus qui elle est. Mais quand elle voit Keanu Reeves, elle a l'impression qu'elle le connaît. Quand elle voit Neo, il y a quelque chose qui connecte, mais elle ne sait pas quoi. Et moi, j'ai vu ça, en fait, d'une certaine manière, c'était un code pour montrer un petit peu aussi la maladie d'Alzheimer, où parfois, on arrive à retrouver des bribes de mémoire, et j'ai trouvé ça très fort et très touchant. Ça m'a fait penser surtout un peu à quand c'est N'oublie les personnes qu'on aime, on voit ça chez les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer d'ailleurs. Tout à fait. Et là, dans ce film, la maladie d'Alzheimer est là d'une autre manière, c'est montré différemment. Et dans le film, c'est l'amour qui est au centre. Et là, l'amour réussit à dépasser tout le reste. Ça me fait encore une fois penser au film N'oublie jamais, qui s'appelle The Notebook, que tu as peut-être dû voir il y a quelques années. Oui. Avec Ryan Gosling notamment. Voilà. Alors, le dernier film qui n'a pas super bien marché, c'est Les Éternels. Donc, réalisé par Chloé Zhao, qui a eu l'Oscar l'année d'avant. Les Éternels, on attendait beaucoup de ce film parce que c'était la nouvelle génération de super-héros qui arrivait après The Avengers. Et d'ailleurs, ce film pose un problème, c'est qu'on nous dit d'emblée que ces super-héros, en fait, ils sont des sortes d'extraterrestres, ils sont pas humains. En réalité, ils sont là pour faire en sorte que le monde ne soit jamais détruit. Ce sont les gardiens de l'univers, on va dire d'une certaine manière. Et donc, la première question qui se pose, c'est où est-ce qu'ils étaient au moment où Thanos a fait disparaître la moitié de l'univers, des Avengers, pour le coup. Et je trouve que le scénario, en fait, balaye très vite ce truc-là en disant que finalement, c'est hors sujet, que malgré tout, c'était pas une menace tant que ça, qu'ils allaient quand même gagner à la fin, etc., etc. Je trouve ça un peu facile, pour le coup. Mais là où le film, pour moi, est très décevant, c'est que c'est un film qui est très politique, qui s'amuse à cocher des cases avec tous les mouvements féministes, MeToo, LGBT, etc., etc., qui est un cinéma, moi, qui me gonfle de plus en plus, où on va se dire, alors voilà, dans ce film, il faut absolument, dans le cahier des charges, qu'on est un gay,
il faut qu'on ait un black, il faut qu'on ait une asiatique, il faut qu'on ait un indien, il faut qu'on ait ci, il faut qu'on ait ça, parce que le film, après, on va le vendre. Et donc, s'il y a un acteur indien dans le film, eh ben, on va On peut éclater avec cibler le Bollywood. maximum de gens. On va faire du fric. Bien sûr. Voilà, tout est prétexte à argent. On n'est plus dans un cinéma qui respecte le 7e art. On est dans un cinéma où c'est l'argent, en fait. Voilà, c'est la culture de l'argent. C'est politiquement correct. Pardon, ouais, le politiquement correct, la bien-pensance, cette nouvelle religion, en fait, qui est chiante à mourir, où on fait des films politiques, où on va essayer de contenter des lobbies pour gagner de l'argent. Et à la base, le cinéma, c'est pas ça. Normalement, l'argent, on le met sur la table pour servir le cinéma. Là, le cinéma, finalement, sert de prétexte pour de l'argent. On inverse complètement le processus naturel des choses. Et moi, ce film m'a énormément déçu, perturbé, parce que c'est tellement criard, ça saute tellement aux yeux, que c'est un film qui est purement commercial et rien d'autre. Je me suis dit, mais comment, vers quoi on va, quoi? Et ça me fait peur par rapport à Marvel, de voir des films pareils. Parce que pour le coup, en plus de ça, bah, c'est vrai que le film est beau, il est spectaculaire, mais tous les Marvel sont beaux et spectaculaires. Mais le scénario ne raconte rien. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dans le film, c'est pas fort, on s'attache pas vraiment au personnage. C'est de l'humour vraiment ras des pâquerettes. C'est vraiment pas terrible, quoi. Pour un Marvel, on est très très loin de ce dont on était habitué jusqu'à présent. Le film a coûté cher, il a coûté 200 millions, comme la plupart des films comme ça, qui sont des blockbusters. Il en a rapporté 401. Alors, tu vas me dire 401, c'est bien, ça a doublé. Sauf que des films comme ça, il y a une énorme campagne de communication qui coûte très cher. Donc le film, il est juste en rentable, à peine rentable. Et pour un Marvel, c'est du jamais vu. Normalement, les Marvel, pareil. C'est 800, 900 millions, 1 milliard, 1 milliard 2, etc. Donc on est encore une fois très très loin des chiffres escomptés. Oui, comme les chiffres que tu as annoncés pour les Marvel de cette année. Oui, tout à fait. Les autres ont plutôt bien fonctionné. Black Widow a plutôt bien marché. Il y a un film aussi qui s'en est pas trop mal sorti, dont je parlerai juste après pour conclure l'émission, sur les films qu'il faut avoir vus cette année, dont je parlerai. Mais voilà, mais grosso modo, Les Éternels a énormément déçu, notamment les fans de Marvel, qui aiment bien, voilà, quand c'est spectaculaire, mais quand il y a des choses à dire. Là, c'est un film, voilà, qui est réalisé par une nana au demeurant, qui est une très bonne réalisatrice, mais qui a passé beaucoup trop de messages politiques, et je pense que ça plombe l'ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui ont complètement décroché, d'autres qui l'ont carrément boycotté, parce qu'ils ont entendu forcément la presse en parler, il y a eu des retours, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Pour moi, c'est une immense déception. Voilà. Bien, alors écoute, ça c'était les films donc, eh bien, écoute, qui ont été un peu chahutés. Controversés, voilà. Pour cette dernière partie, tu vas nous parler en revanche des films à ne pas manquer. C'est ça. Dans le cadre de cette émission qu'on a fait en 3 parties, il était impossible que je cite tous les films de l'année. Il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai vus d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, que j'ai énormément aimé. Et parmi ces films-là, je vais vous en donner 4. Les 4, ça va être Free Guy. Donc c'est un film qui est sorti à la rentrée en septembre. Je crois qu'il est même sorti le mois d'août en France. C'est un film qui est super, qui est un film hyper original. En fait, c'est un gars qui se retrouve dans un jeu vidéo et il pense qu'il est réel, sauf qu'en fait, c'est pas un mec réel. C'est un bot, mais qui va ressentir des émotions et qui va s'humaniser au fur et à mesure. Et c'est un film qui m'a énormément fait penser au film de Steven Spielberg, Ready Player One, parce que c'est un peu le même délire, en fait. C'est un film qui est très, très jeu vidéo, mais avec un enrobage cinématographique, où les effets visuels sont exceptionnels. C'est époustouflant, c'est un film qui est très drôle, où il y a plein d'actions. C'est un film qui se prend pas au sérieux. Et franchement, j'ai passé un super moment. Pour moi, c'est le divertissement comme on l'aime au cinéma. Donc ce film, surtout si vous l'avez pas vu, essayez de vous rattraper sur les sorties. Il s'appelle Free Guy et c'est un super film. Voilà, réalisé par Sean Levy. Alors, le second film, c'est un Marvel. Il y en a eu beaucoup. Encore un Marvel. Il y en a eu beaucoup cette année. Celui-là, c'est le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc, c'est la première fois que Marvel présente un super-héros asiatique. Donc, pour la bouffée d'oxygène, je trouve ça vraiment bien pour le coup. Parce que le cinéma asiatique, moi, j'ai toujours aimé ce cinéma-là. C'est des gens qui arrivent à faire des chorégraphies complètement folles. C'est des bosseurs. Et ce sont des acharnés qui sont très perfectionnistes dans ce qu'ils font. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a jamais vu de super-héros asiatiques. Et j'étais vraiment content pour le coup. Et là, je pense que c'est pas un film politique parce que c'est quelque chose qu'on peut justifier aussi. Il y a des super-héros asiatiques. On a vu Black Panther avec un acteur black exceptionnel qui nous a quitté, Chadwick Boseman. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ce film intéressant dans son concept.
c'est un film qui est super beau visuellement parlant. Encore une fois, c'est la marque de fabrique des Marvel, donc on s'y attend un peu. Au niveau de l'histoire, ça reste touchant parce que c'est une histoire de famille avec un enfant qui va devoir affronter son propre père. Donc il y a quelque chose aussi qui est touchant là-dedans. Et c'est une quête en fait. Et voilà, le gars il vit aux États-Unis, il va devoir rentrer dans son pays d'origine. Donc il y a pareil, des décors qui sont magnifiques. C'est très bien fait. Et au niveau même du climax final, j'ai pensé par moments à Dragon Ball Z. On était vraiment dans un type très très manga assumé quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment joli, très beau à voir. C'est pas un film qui m'a laissé un souvenir indélébile, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc je pense que ça reste un film qu'il faut voir cette année. Effectivement, c'est pour ça qu'il est dans la liste. Alors, le prochain film dont tu vas nous parler, c'est... Tomorrow War, qui est un film qui est sorti uniquement sur Amazon Prime. C'est une grosse production d'Amazon Prime, ce film. Et c'est un film de science-fiction qui fait penser un peu à Starship Troopers ou la guerre des mondes. En fait, on se retrouve finalement. Alors, le film démarre très bien. En fait, on est en train de suivre la Coupe du Monde. Je crois que c'est au Brésil. Et à un moment donné, en plein match de foot, d'un coup, il y a un truc qui se passe. Le ciel s'ouvre et on voit des soldats qui arrivent sur le terrain. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont en train de dire finalement devant les caméras du monde entier, puisque c'est la Coupe du Monde de football, qu'en fait, ils sont en train de combattre des extraterrestres qui sont en train de menacer le monde de destruction totale et ça serait l'extinction de l'humanité tout entière. Donc ils viennent prévenir en temps réel, en fait ils viennent du futur en disant voilà, on est en train de se battre dans le futur contre une espèce extraterrestre qui va nous anéantir et on a besoin dès aujourd'hui de soldats pour venir nous prêter main forte et trouver un antidote qui pourra les neutraliser parce que les armes qu'on a malheureusement ne suffisent pas. Donc le scénario est fou, ça fait penser aussi à Independence Day. Et en même temps, c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que le personnage principal, lorsqu'il va être amené dans cette mission, il doit se séparer de sa famille. Il va se passer un truc dans le film que je ne spoilerai pas, qui est sublime. Voilà. Moi, ça m'a tiré les larmes, honnêtement. Et c'est un film qui est beau. Voilà, c'est Et un toi, film. t'es un grand sensible, Alors, j'ai je suis l'impression. très sensible, mais en même temps, si tu veux, quand c'est bien joué, quand il y a des vrais enjeux, quand tu rentres, quand tu t'identifies au personnage, et quand c'est bien fait comme c'est fait là, c'est vrai que je suis pas un grand sensible, je suis émotif, mais j'aime ce cinéma-là où il y a T'as du le droit. spectacle. Ouais, parce que encore une fois, c'est spectaculaire, donc ça contente ceux qui aiment bien voir un film d'action. En même temps, c'est un drame parce que c'est la fin de l'humanité qui est, donc l'enjeu est très fort. Et en même temps, il y a une histoire, il y a une relation entre un père et sa fille, qui est une histoire qui est belle. Et s'il n'y a pas cette histoire-là, le film n'est plus le même. Et ça donne toute la valeur et ça bonifie le tout, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est pour ça que ce film, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui est spectaculaire, c'est un film d'action, c'est un film catastrophe et en même temps, il y a des émotions, il y a des très très belles choses dans ce film. Voilà, et c'est pour ça que j'en parle ce soir et ceux qui ont Amazon, je pense qu'ils l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu, foncez, ça vous allez passer un super moment. Entendu. Alors, le dernier film dont tu voulais nous parler, qu'il ne faut pas manquer, c'est le film Old Old. de Night Shyamalan, qu'on connaît pour Le Sixième Sens, qui est revenu un petit peu après une belle traversée du désert. Il a eu un film récemment, enfin il y a quelques années qui est sorti, qui a complètement relancé sa carrière, qui est le film Split, où il est question de la maladie du trouble dissociatif de l'identité, qui est un film qui a cartonné. Il n'a pas coûté très cher, il a rapporté des centaines de millions. Et donc ça a relancé un petit peu la carrière de Night Shyamalan, qui se fait plaisir. Et avec ce film Old, alors il faut savoir que ce film n'a pas coûté cher, il a coûté 18 millions. Donc c'est un film à petit budget. Il en a rapporté 90, donc c'est un film qui est très rentable. C'est pas mal. Et c'est plutôt pas mal. Et malgré tout, ce film n'a pas eu un énorme succès spectateur. Il a été pas mal boudé. On lui a reproché notamment un rythme qui était assez inégal. Et moi, le problème que j'ai avec ce film, et je dirai après pourquoi j'ai beaucoup aimé, le problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est un film qui spoil dans son titre le sujet du film, Old, premièrement. Et deuxième chose, si tu as eu le malheur de voir la bande-annonce, qui était mon cas malheureusement, en fait, le film te spoil carrément l'intrigue. Puisqu'on sait que c'est des personnages qui vont vieillir très rapidement, qui vont se retrouver pris au piège dans une plage, il va se passer quelque chose d'un peu fantastique. Et donc, si tu veux, Night Shyamalan, lui, c'est quelqu'un qui aime bien nous emmener dans une direction, et à la fin, il y a un twist final qui remet en question tout ce qu'on a vu avant. On se dit, oh, le truc de dingue. Et là, pour le coup, le truc de dingue, on le voit dans le titre et on le voit dans la bande-annonce. Donc on se dit, est-ce qu'il va réussir à nous surprendre? Et on se rend compte que finalement, le final, il n'est pas aussi ouf qu'on pourrait le penser, en tout cas pour un Night Shyamalan. Par contre, sur la partie technique, il n'y a rien à dire.
Je veux dire, il sait filmer, il fait des plans de folie, c'est-à-dire que il arrive à te rentrer dans son histoire. C'est un fabuleux conteur d'histoire, mais Shyamalan, c'est un peu le Stephen King du cinéma. C'est-à-dire qu'il arrive par des mouvements de caméra, par des plans, par la manière dont c'est travaillé, à t'immerger totalement dans son récit. Et du coup, c'est toi qui te retrouves prisonnier à l'intérieur de son œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, relève du génie. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce film, parce qu'on est pris au piège, nous aussi, avec cette famille et tous les personnages qu'il y a autour sur cette plage. Et c'est un film qui te met une rastera qui ne te quitte plus jusqu'à la fin du film. C'est un film qui est très anxiogène, c'est un film qui est terrible, c'est un film qui traite de la vieillesse, donc il y a aussi pas mal de métaphores dans le film. Donc tu peux le voir aussi avec tous les codes qu'il y a derrière. Et ça reste une histoire qui est dramatique, mais il y a aussi quelque chose de beau à la fin. Donc je ne dévoilerai pas la fin du film. Mais voilà, pour moi, c'est un film qu'il faut quand même voir. Et ceux qui l'ont un petit peu boycotté ou qui ont été déçus par le bouche à oreille, je pense qu'il est important qu'ils le voient pour se faire aussi leur propre avis. Donc c'est un film que j'avais à cœur de défendre ce soir. Et il y en a un autre, Magnifique. il y en a un autre dont on ne parlera pas parce que malheureusement je ne l'ai pas vu, et qui est un immense succès cette année, qui est un film très attendu. Ce film, si je le dis pas ce soir, on va m'assassiner sur les réseaux sociaux. C'est le film Dune de Denis Villeneuve. Moi, je l'ai vu. Voilà. Bah, si tu veux en parler, vas-y, on inverse les rôles. Non, non. Mais oui, c'était un. Ben, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais c'est vrai aussi que c'était un film un peu long. Donc, je ne sais pas quel a été son accueil au box-office, mais. Plutôt pas mal. Il a coûté voilà. 165 millions, il en a rapporté quasiment 400. Donc, c'est plutôt un bon score par rapport au fait qu'il y ait une crise sanitaire et que les gens ne se précipitent pas dans les salles obscures. Voilà, bah écoute, moi j'ai bien aimé, j'attends la suite, Ouais. parce que c'est sûr qu'il suite. manque un bout là, avec impatience. D'accord, bah écoute, je découvrirai tout ça, j'espère moi aussi bientôt. Merci Rudy en tout cas de tous tes conseils, de tous tes avis. Merci de nous avoir fait partager tes connaissances en matière de cinéma et pour cette magnifique rétrospective de l'année 2021. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir les amis. Rudy. À bientôt, portez-vous bien et allez au cinéma. Merci. Bye.